Perso, je suis flippé par le match des Fidji. Tu serres pas les fesses, toi? On a une hécatombe de blessés dans notre 15 de France. Danti, Tanga, Baye et la dernière nouvelle, Ntamak. J'en oublie encore? Alors comment est-ce qu'on va se réorganiser et quels sont les enjeux? Parce que les Fidji, on sait que ça va être un match très rugueux. Et perso, je pense à peine aux résultats, mais surtout à l'intégrité physique des mecs. Pas de blessés, pas de blessés. On va évidemment aborder dans cette vidéo le choix du 10 et le plus important, la fin de la vidéo sera consacrée aux enjeux pour ce troisième match de préparation. Et sur le troisième enjeu, j'attends vraiment d'avoir ton avis car c'est un pari que vont prendre les coachs. Je vais vous donner ma position et je vous dis j'attends des réactions très virulentes dans les commentaires. Sache que cette vidéo elle est bien sûr faite avant la sortie de la composition du 15 de France et donc il va y avoir pas mal de suppositions dedans et surtout des avis bien subjectifs. Ne m'en tenez pas rigueur si je me suis planté sur certaines choses. Mais avant de commencer, t'as le droit de lâcher ton meilleur pouce bleu pour la vidéo. La gestion physique des joueurs est toujours un problème épineux pour les groupes. D'ailleurs, dans le milieu pro, pendant longtemps, quand t'avais une hécatombe de blessés, c'était le préparateur physique qui sautait. Et ouais, il est responsable de l'intégrité physique des joueurs. Alors attention, je parle pas de bras cassés, mais tout ce qui est problème musculaire, si t'avais 3 joueurs qui se faisaient les croisés sur des entraînements ou des matchs en très peu de temps, tu mettais ça sur le dos du préparateur physique parce que ça veut dire qu'il avait forcé trop sur la pliométrie, sur les appuis ou que sais-je. Je sais pas si c'est encore d'actualité ça, mais les préparateurs physiques, ils avaient un poste vraiment pas stable pendant un temps. On est dans un sport qui est ultra exigeant physiquement et trouver le juste milieu sur les charges de travail c'est complexe. Pourquoi? Parce que si tu tires trop sur ton organisme, bien sûr que tu auras un rebond au bout d'un moment, mais les blessures elles peuvent arriver. Ntamak qui se fait les croisés, on en parle. Est-ce que c'est la faute à pas de chance? Est-ce que son niveau de fatigue était trop élevé et donc du coup son degré de vigilance a diminué? Parce qu'honnêtement quand on le voit sortir, on n'a vraiment pas l'impression que c'est grave. T'as déjà vu des blessures de ligaments croisés? Tu sais le genre d'action où à un moment tu vois la cuisse qui est comme ça et tu vois le tibia, tu sais même pas comment il est dans l'autre sens et tu vois le mec qui se tord de douleur avec une grimace. Et quand tu regardes, tu dis waouh, mais c'est horrible. Mais là, pour le coup, le contact et la chute, ça attire ton attention plus que ça. Tu te dis ok, il a pris un star, ok, il s'est fait mal, mais tu te dis pas putain, il y a une rupture des ligaments croisés. Mais voilà, le verdict il est tombé et c'est très malheureux pour lui et pour le 15 de France, mais il y aura pas de Ntamak à la Coupe du Monde. Dans la vidéo que j'ai faite sur Romain, je louais ses qualités et la façon dont il jouait. Et donc maintenant, la question qu'on peut légitimement se poser, c'est maintenant qui pour remplacer Romain Ntamak? On a deux profils qui sont Astoy et Jalibert et qui sont les deux 10 qui jouent réellement 10 tout le temps en club. Ramos, j'y crois pas du tout en 10. Bien qu'il s'est joué à ce poste-là et qu'il l'a souvent occupé par le passé à Toulouse, j'y crois pas. En fait, je vois pas pourquoi il faudrait le bouger de l'arrière. À l'arrière, il est sûrement moins exposé qu'au poste de 10 sur les contacts. Donc peut-être moins sujet aux blessures. J'aimerais bien avoir la statistique d'ordre d'indisponibilité des joueurs par rapport à leur poste. Est-ce que les 10 sont plus souvent sur le carreau que les 15? Parce que quand t'es en 10, effectivement, tu vas prendre beaucoup plus de stars. Sur tous les lancements de jeu, on va venir te chercher et même si on essaye de te faire décrocher à l'aile sur certaines phases de jeu ou dans le troisième rideau, t'es quand même largement plus exposé qu'en 15. Alors en 15, tu me diras effectivement, c'est plus dur à défendre, les mecs ils ont beaucoup plus de vitesse. Mais ça semble logique qu'à l'ouverture, tu sois beaucoup plus engagé en fait dans des phases de combat régulièrement. Donc potentiellement plus exposé au risque de blessure. Pourquoi ne pas le mettre à l'ouverture Ramos? Eh ben tout simplement parce qu'il a cette fonction d'utility player. Il peut basculer en plein match à l'ouverture et tu peux te réorganiser. Donc ça veut dire que dans tes compos, t'as toujours, si Dupont est là, Dupont qui peut basculer en 10 et t'as Ramos qui peut basculer en 10. En fait, ça te donne un panel d'opportunités pour réorganiser ton équipe en cours de match. En fait, je serais réellement surpris si on décide de le basculer ouvreur pour la Coupe du Monde titulaire. Il reste donc Astoy et Jalibert. Jalibert, on sait très bien ce qu'il peut apporter avec ses qualités offensives. Et Astoy, il a tout à prouver parce qu'il faut pas oublier que c'est un petit jeune en équipe de France. Il a que 4 sélections avec une titularisation contre l'Australie il y a 2 ans. Logiquement, les deux, ils devraient être dans le groupe pour la Coupe du Monde. Mais je vous avoue que j'envisagerais plus Astoy titulaire sur les 2 prochains matchs. Tu lui donnes le temps de jeu et l'expérience qu'il n'a pas encore forcément pris avec le groupe France. Et t'évalues en même temps sa capacité à gérer un match et à tenir ce poste. Il a besoin d'accumuler du vécu au niveau international. Je te mettrai le lien en fin de vidéo sur les 2 vidéos que j'ai faites sur Astoy et Jalibert où j'évalue leur profil, les qualités des joueurs et surtout la complémentarité qu'ils peuvent s'amener. Et je pense sincèrement que Astoy il a peut-être un profil qui est plus proche de celui de Ntamak. Et Jalibert, lui, pour te débloquer les situations, il a pas d'égal. Je suis réellement curieux de savoir quels vont être les choix de Galtier là-dessus. Et maintenant, les enjeux, on en parle pour ce match? Le premier enjeu pour moi, ça sera de continuer le rodage physique, évidemment. Je m'explique. Ce n'est qu'une impression, mais les joueurs sortent de leurs 6 semaines de préparation commando. On le sait, les mecs, ils n'ont pas atteint leur pic de forme et ils auront sûrement pas le coffre qu'ils auront pour le match d'ouverture de la Coupe du Monde. Ça, c'est un fait. D'ailleurs, je le vois passer souvent dans les commentaires où on dit ouais, les Français, ils tirent la langue, ils sont pas au niveau physiquement. Oh, tranquille, c'est des matchs de préparation. Début de la Coupe du Monde, c'est dans un mois. Et ce qui fait flipper, mais qui rassure, c'est la phrase de Thibaut Giroud qui nous dit qu'il y aura des blessures de toute façon. Et malheureusement, il a eu raison. Mais ce qui est rassurant avec ce staff, c'est que ce qu'ils annoncent, ça se passe. Galtier nous annonce qu'il veut gagner la Coupe du Monde, il n'y a pas
pas de souci. Autant sur le match précédent, l'Écosse c'est une équipe qui adore déplacer le ballon, mais sur les duels c'est pas débouché. Bien que le contact et les phases de combat ça reste prédominant quand même dans notre sport, disons que l'intensité combattue elle devrait être plus importante contre les Fidji que contre l'Écosse. C'est normal, les Fidjiens ça fait partie de leur culture. Donc le premier enjeu pour moi ça sera de réussir à rivaliser sur la notion du combat avec cette équipe qui pour moi pourrait très bien se retrouver en demi-finale de la Coupe du Monde. Ouais, t'as bien entendu, pour moi les Fidji ils peuvent se retrouver en demi-finale de la Coupe du Monde et pas sur un coup de chance. C'est peut-être mon côté dramaturge car j'aime supporter les petites équipes. Enfin, petite tout est relatif, mais je serais vraiment pas surpris qu'ils fassent une performance en Coupe du Monde. Ça dépendra de quelques paramètres pour eux et notamment de l'arbitrage. Dans la vidéo que j'ai faite sur les Fidji outsiders explosifs ou équipes à surveiller, en fait j'explique le style de jeu des Fidjiens et surtout les paramètres qui vont faire qu'ils vont être performants ou pas pour cette Coupe du Monde. En tout cas pour le moment ils gagnent tous leurs matchs en filant 40 points à leurs adversaires. Si t'as pas vu cette vidéo sur le système de jeu des Fidji, je t'encourage vraiment à la regarder avant de continuer. Le second enjeu sera pour moi de préserver l'intégrité physique des joueurs. Mais ils ont besoin de rythme et de repères, c'est paradoxal non? Comment tu veux préserver l'intégrité physique des joueurs dans un sport de contact comme le rugby? C'est-à-dire qu'on a besoin de retrouver ces intensités courues et combattues dont on a besoin pour se préparer correctement pour la Coupe du Monde, mais il faut essayer d'y faire attention parce qu'on n'a pas envie que l'infirmerie elle se remplisse encore un peu plus. Et là pour moi il y a deux perspectives sur la façon dont on peut aborder ce match contre les Fidji. La première c'est de mettre un maximum de rythme en tenant le ballon. Certes on va subir des gros plaquages, certes il va y avoir des collisions, mais j'ai quand même cette sensation c'est qu'il vaut mieux être en possession du ballon parce que quand tu vas négocier ton duel tu vas mettre ton petit appui, ton crochet et le Fidjien qui est en face, alors ouais il va te mettre un caramel de temps en temps, mais sinon il sera sur du temps de réaction en fait pour pouvoir aller chercher à gauche ou à droite. Et donc ça veut dire que le plaquage potentiellement il va le subir. Donc les collisions elles seront peut-être un petit peu moins importantes. L'objectif si t'as la balle c'est de pas leur laisser l'initiative sur le plaquage ou sur le contact s'ils ont le ballon. Si on part dans cette perspective ça serait vraiment très plaisant à regarder car ça veut dire que la France on va avoir des grosses possessions, on va jouer énormément de ballons. On verra sûrement plus de jeux au pied de pression que de jeux au pied d'occupation et en tant que spectateur c'est quand même le pied quand il y a du gros temps de jeu. Et la seconde option c'est d'être plus clinique sur moins de possession. Comme on le fait très bien, être très efficace sur ces fameux ballons de contre-attaque, de turnover, occuper le terrain et leur faire très mal avec un gros contre en touche et une très bonne mêlée. Ça veut dire tout simplement que tu casses un petit peu le rythme, tu vois beaucoup plus de phases statiques. Si toutefois c'est possible de casser le rythme au niveau international. Tu veux un exemple concret? Eh ben c'est très simple, sur tes attaques de ligne, quand tu vas déplacer le ballon, dès que tu vas pouvoir, bam, tu pousses au pied dans le dos de la défense pour occuper le terrain et si possible tu sors le ballon en touche. Parce que les Fidjiens t'as pas trop non plus envie qu'ils contre-attaquent, ils ont quand même des espèces d'avions de chasse qui vont à Mach 2 dans le troisième rideau quand ils se lancent. Tu sors le ballon en touche, t'as les petites secondes qui s'écoulent et si tu es très organisé sur ton contre en touche et plus organisé que l'équipe adverse, t'as potentiellement des chances de récupérer la balle. Évidemment, tous les joueurs ils sont habitués à s'adapter tactiquement et à changer de tactique en cours de match, donc c'est que t'es capable de passer sur un jeu d'ultra possession à un jeu de dépossession en cours de match. Les mecs ils sont rodés pour ça. Mais sur ton game plan, c'est ce que tu vas établir à la base. C'est comme ça que tu vas dicter la physionomie du match sur son entame. Et de cette stratégie que tu mets en place, évidemment, eh bien tu vas choisir des profils de joueurs qui vont correspondre à ta stratégie. J'ai une petite question. Dans le premier cas de figure, sur celui où on décide de remonter tous les ballons et de beaucoup jouer à la main pour pouvoir mettre des énormes séquences de jeu, tu mets qui sur ton axe 9, 10, 15? Serein, Astoy et Dulin par exemple? Et dans le second cas de figure, celui où tu vas occuper le terrain et tu as besoin d'avoir un gros contre en touche et une très bonne mêlée, tu mets qui sur ton 5 de devant pour emmerder les Fidji en touche et pour pouvoir les concasser en mêlée? C'est vraiment très intéressant l'influence des joueurs que tu choisis en fonction de la stratégie pour laquelle tu vas opter sur un match. Comme promis, je te mets la petite vidéo sur les Fidji qui est juste là. Prends le temps de la regarder, elle est vraiment ultra intéressante. Si t'es pas abonné, tu peux t'abonner pour la suite. Tu trouveras aussi celle de Astoy et Jalibert et vous comprendrez un petit peu plus mon point de vue, ce pourquoi moi je ferai commencer Astoy sur les 2 prochains matchs. Allez, topette et on se revoit à Saint-Denis.